je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle du Met Gala, le Met Gala qui a eu lieu ce lundi, le premier lundi du mois de mai. Alors cette année, thème particulier, thème controversé, thème qui met à l'honneur Karl Lagerfeld. Petit rappel, qu'est-ce que c'est que le Met Gala? C'est un bal, une soirée costumée pour les ultra riches, pour les gens hyper connus, qui est organisé par Anna Wintour en fait, et qui est une collecte de fonds au profit de l'Anna Wintour Costume Center et du Metropolitan Museum of Art, le Met, un musée à New York, qui inaugure aussi chaque année la nouvelle exposition de mode annuelle du Met. Cette année, c'est une exposition qui s'appelle Karl Lagerfeld, A Line of Beauty. Et attention, sur le carton d'invitation, les invités ne devaient pas répondre à ce thème-là, mais au thème In Honor of Karl. Donc c'était plutôt une question d'hommage, un petit clin d'œil. Alors Anna Wintour est la présidente d'honneur de la soirée évidemment, et à côté d'elle, elle a un certain nombre de co-présidents de la soirée, dont Dua Lipa, Penelope Cruz, Roger Federer, ainsi que Michaela Coel. Écoutez, maintenant que vous savez ce que c'est, on y go sans plus tarder. En 1933 à Hambourg, il a toujours essayé de dissimuler son année de naissance, son âge. Il a sans cesse menti sur ses origines. Il a dit plusieurs fois d'ailleurs, je cite, « Je ne vends que la façade, sa propre vérité, on ne la doit qu'à soi-même ». La raison pour laquelle plus ou moins il a voulu cacher son année de naissance, 1933, c'est par honte d'être né dans une Allemagne nazie en fait, alors que Hitler était en train d'arriver au pouvoir. On le sait peu, mais ses parents ont d'ailleurs été affiliés au nazisme, on les a vus dresser le drapeau du nazisme dans leur demeure en Allemagne, etc. Alors est-ce que c'était par conviction pure, par idéologie, ou est-ce que c'était tout simplement pour défendre les intérêts du père de Karl qui était un industriel? On ne le saura sans doute jamais. Mais je pense que déjà ça en dit long sur ce sentiment de honte et de culpabilité qui sont aussi à l'origine de la persona de Karl et qui est peut-être la raison pour laquelle il a voulu taire son année de naissance et le contexte dans lequel il a grandi aussi. Après là, je fais clairement de la psychologie de comptoir, mais c'est marrant, donc on a le droit d'en faire parfois. En tout cas, il a grandi avec des parents compliqué. Son père, pour son travail, était beaucoup absent et sa mère était une femme très dure, très froide, qui le traitait en adulte depuis le plus jeune âge, qui le ridiculisait, le méprisait même. Karl le dit souvent sur le ton de l'humour, mais en réalité, ça avait l'air d'être une sacrée femme, quoi. Et son enfance, elle a donc été bercée par cette figure maternelle de marâtre, un petit peu quelque part, mais qu'il admirait à la folie et qu'il a admiré toute sa vie aussi. Il a vécu dans un trou paumé en Allemagne où il était en dissonance totale avec ses camarades. Il n'a jamais eu d'amis en étant enfant parce que lui, c'était le jeune garçon excentrique, homosexuel dans une Allemagne nazie où tous ses camarades de classe étaient affiliés aux jeunesses hitlériennes en réalité. Ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que en fait, la vie de Karl, la personnalité de Karl, elle est définie par une transformation constante. C'est quelqu'un qui ne voulait jamais qu'on puisse le définir quelque part, alors que lui-même est devenu une icône. Il a voulu se transformer tout au long de sa vie. Alors d'abord en mentant sur ses origines, quand il est arrivé
arrivé à Paris dans les années 50, il ne voulait pas montrer qu'il était allemand parce que le contexte post-Seconde Guerre mondiale faisait qu'il n'assumait pas du tout d'être allemand. Ensuite, il a pris beaucoup de poids, il a perdu beaucoup de poids jusqu'à ce qu'il trouve la forme parfaite selon lui. Le Karl qu'on connaît tous avec les cheveux blancs, les lunettes de soleil, les mitaines, les bagues, cette silhouette extrêmement archétypale en fait, qui était une manière pour lui, encore une fois, de se cacher, aussi paradoxal cela puisse paraître. C'était une manière finalement d'avoir le contrôle. Du point de vue de sa biographie pure et dure, il est arrivé à Paris en 1952 et il a tout de suite gagné le concours du secrétariat international de la laine dans la catégorie manteau, alors que Yves Saint Laurent a gagné la catégorie robe. Et en fait, dans le jury de ce concours-là, il y a Pierre Balmain qui le repère et qui va lui dire 3 ans après, viens chez moi dans ma maison, et Karl devient l'assistant de Pierre Balmain. En parallèle, il est aussi nommé à la tête de Patou en 1959 et en 1963, il quitte Patou pour aller chez Chloé et il instaure le prêt-à-porter chez Chloé. Il dessine aussi les accessoires chez Chloé de 1963 jusqu'à 1983. En 1965, donc il est déjà à la tête de Chloé depuis 63, et il va aussi commencer à dessiner les collections pour Fendi. Fendi dont il a en plus inventé le logo. On voit déjà que c'est une personnalité qui travaille d'arrache-pied, qui ne fait que ça de sa vie clairement parce qu'il ne s'arrête jamais, il est sur 36 plans en même temps. Et finalement en 83, quand il quitte Chloé, il reprend les rênes de Chanel qui à cette époque frôle la fermeture complète, c'est la catastrophe. Tout le monde lui dit de ne pas accepter d'être directeur artistique chez Chanel, que c'est une marque morte, c'est une marque de vieille, qui n'a pas réussi à finalement prendre le pli de la société post-Seconde Guerre mondiale, qui est encore teintée des scandales de Coco Chanel. Mais Karl s'en fout, il y va, et puis il y reste jusqu'à sa mort en 2019. Il reste aussi directeur artistique de Fendi jusqu'à sa mort en 2019. Entre-temps, il ouvre sa marque éponyme Karl Lagerfeld. Il est décédé en 2019 d'un cancer de la prostate et ses cendres sont dispersées entre les cendres de sa mère, un petit complexe d'Oedipe, et les cendres de Jacques de Bacher qui a été son compagnon jusqu'à la mort de Jacques de Bacher en 1989. Jacques de Bacher, c'était un dandy parisien, bourgeois, très connu de la jet set parisienne. Il est mort du sida en 89, ça a été le grand amour de Karl qui n'a jamais refait sa vie. Il avait d'ailleurs dit dans une interview où on lui demandait mais pourquoi n'avez-vous jamais refait votre vie, qu'il n'avait plus rien à vivre après Jacques. Et Jacques de Bacher qui est aussi la raison pour laquelle Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld se sont frités, puisque Jacques de Bacher, alors qu'il était encore avec Karl Lagerfeld, a pris Yves Saint Laurent en amant. Donc évidemment, il y a eu une petite discorde entre les deux. Et quand Jacques de Bacher est tombé malade du sida, Karl Lagerfeld a fait installer un lit d'appoint à côté du lit de Jacques dans sa chambre d'hôpital. Et donc l'autre moitié de ses cendres a été dispersée avec celle de Jacques de Bacher. Voilà très rapidement pour la vie de Karl, c'est vraiment un condensé. Qu'en est-il de ces controverses? Pourquoi est-ce que il faisait tant parler de lui? Il a dit en 2018 un truc qui est pas passé du tout et à juste titre. Dans une interview pour le magazine Numéro, il a dit qu'il en avait ras-le-bol de Balance ton porc. Je cite: j'en ai ras-le-bol et puis je ne mange pas de porc. Ce qui me choque, c'est que toutes ces starlettes ont mis 20 ans à se rappeler les événements. Sans parler du fait qu'il n'y a aucun témoin à charge. Une fille se plaint qu'il lui a tiré sur la culotte et il se fait aussitôt excommunier par une profession qui jusque-là le vénérait. On croit rêver. Si je ne voulais pas qu'on vous tire sur la culotte, ne devenez pas mannequin. Rejoignez plutôt les Ursulines de l'Union romaine, il y aura toujours une place pour vous au couvent, il recrute. Ensuite, il a tenu évidemment les propos grossophobes à l'égard d'Adèle. En 2012, il a dit qu'il l'a trouvée trop grosse, bon, il s'est excusé après, mais quand même. En 2009, il avait déjà tenu des propos grossophobes, il avait dit au magazine Focus que personne ne voulait voir des mannequins plus size, des mannequins grosses, que ça n'intéressait personne. Donc, on peut se dire, sans prendre trop de risques, que Karl Lagerfeld, c'était quand même un vieux dinosaure misogyne. Après, il a aussi dit un truc assez chelou sur le plateau de Salut les Terriens en 2017. En fait, il a fait un lien très étrange entre l'Holocauste et la décision d'Angela Merkel à l'époque d'ouvrir les frontières de l'Allemagne aux réfugiés syriens.
ce qui a fait monter le vote d'extrême droite en Allemagne. En gros, il a fait un rapprochement entre ça et l'Holocauste. Voilà, bon, on est d'accord pour dire que c'est complètement n'importe quoi, et est-ce qu'il croyait vraiment ce qu'il disait ? Ou est-ce qu'il disait pas de la merde juste par plaisir de dire de la merde? En tout cas, même si c'est ce cas-là, c'est quand même condamnable, évidemment, vu l'influence qu'il a, vu comment il était écouté et la place prépondérante qu'il avait dans les médias, parce que Karl, il a eu une influence qui dépasse celle de la mode. C'est donc une personnalité publique extrêmement problématique, extrêmement compliquée, non seulement de par son histoire, qui elle-même est compliquée, mais aussi de par ses prises de position politiques, à tel point qu'il y a par exemple la féministe Jamila Jamil qui a publié un truc sur Insta en disant qu'elle ne comprenait pas et qu'elle condamnait les personnes se disant féministes qui se sont rendues au Met Gala. Je suis pas forcément d'accord avec sa prise de position, parce que c'est pas la même chose, selon moi, de dire de la merde et faire de la merde, parce que Karl ne s'est jamais mal comporté envers les mannequins par exemple. Je sais pas trop, je pense que je suis aussi biaisée sur Karl, parce que Karl, il était aussi très très apprécié justement par ses collaborateurs, par son cercle intime. C'était quelqu'un d'aimé, j'ai l'impression, en tout cas dans la manière dont les gens autour de lui parlaient de lui, très respecté, très attachant quelque part. C'est pour ça aussi que je pense qu'on a plus de mal à condamner fermement ce qu'il a dit et à s'en rappeler et à vraiment faire en sorte que, bon, les gens le sachent. Maintenant, on va parler du thème à proprement parler, de ce que j'aurais voulu voir et des écueils à éviter selon moi. Alors dès que j'ai su le thème du Met Gala, je me suis dit que c'était un thème risqué, parce que c'est un thème très très limité. Ce côté très restreint peut aussi amener à un manque de créativité, à une interprétation trop littérale. Le plus gros risque, c'était que ce soit simplement un hommage, quoi, tourné vers le passé, où juste on porte des jolies robes Chanel du passé, qui bien sûr sont encore jolies. Faire une interprétation littérale d'un look d'archive, c'est le principal problème de ce Met Gala. Un autre risque qui s'est avéré et réel sur le tapis rouge, enfin le tapis blanc, la gueule du tapis rouge, mais il était affreux. Comment est-ce possible? Bref. Un autre risque, c'était que les stars et leurs stylistes confondent hommage à Karl avec hommage à Chanel. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. En fait, le noir et blanc, le tweed, le camélia, déjà il y en a eu tellement. Mais surtout, ce sont avant tout des codes développés par Gabrielle Chanel elle-même. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir comment il les a réinventés, comment il a injecté de la modernité dans ces codes qui ont été développés dans les années 20, dans les années 30 par Gabrielle Chanel elle-même. Pour moi, ce qui aurait été intéressant à explorer, c'est son processus de travail. Et son processus de travail à Karl, il est axé autour du dessin. Avant tout, Karl est un illustrateur. Il a un rapport à la mode très intuitif, comme sa ligne de dessin. En 2-3 traits, il a une silhouette. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, parce qu'avec sa mort, c'est aussi un peu la fin d'une ère dans la mode. C'est un peu la fin de cette génération de directeurs artistiques qui dessinent et puis qui donnent leurs croquis aux premières d'atelier. Ça marche plus trop comme ça maintenant. Par exemple, Raf Simons, il n'a jamais dessiné. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de jeunes stylistes qui vont dans cette direction-là que de jeunes stylistes qui encore ont un rapport super primaire, élémentaire au dessin. Le seul auquel je pense qui vraiment a cette patte d'artiste et d'illustrateur, c'est Charles de Vilmorin. Allons-y sans plus tarder, on va critiquer, guys. Commençons par Dua Lipa, vu qu'elle était coprésidente de la soirée. Dua Lipa s'est tournée vers une robe Chanel vintage qu'elle a eu des archives de Chanel, portée par Claudia Schiffer back in the days, une mannequin emblématique de Chanel. Alors cette robe, comment dire, partagée parce que c'est une robe, je pense, objectivement très belle quand même, très bien faite. C'est une robe bien saillante qui va très bien à Dua, avec ce galon noir qui est l'emblème de Chanel par excellence, les poches dans la robe qui est aussi l'emblème de Chanel, puisque Gabrielle Chanel a été la première
à mettre des poches dans les vêtements des femmes. Après, pour moi, ce qui faisait de cette robe et de ce look un truc typiquement carlesque, c'était le petit chapeau et la veste, the jacket. Pour moi, c'était l'accessoirisation sur le défilé qui rendait le truc autant Carl, qui rendait cette robe un peu moins belle au bois dormant. Et en fait, en ne portant pas la veste ni le chapeau, Dua, elle a rendu la robe un petit peu princesse, je trouve. Et bon, pas fan avec cet énorme collier, ce gros diamant, je déteste. Puis ses cheveux et tout, ça faisait vraiment Belle au bois dormant qui attend son prince charmant, je trouve. Et du coup, c'est pas très moderne. En fait, le problème que j'ai eu de manière globale sur ce Met, c'est qu'il y a beaucoup de robes d'archives qui ont été sorties, qui étaient portées de manière plus fraîche et plus contemporaine à l'époque que sur le Met, ce qui indique que c'est quand même un poil raté, quoi. Surtout que je trouve que la robe allait hyper bien avec les tatouages de Dua. Je trouvais que ça donnait un petit côté pirate, un peu rock à la robe. Et j'aurais trop aimé qu'elle accentue ça avec ses cheveux, avec sa mise en beauté en fait. Faire un truc un peu plus... un peu plus rock et un petit peu moins jolie jeune femme quoi. Jolie comme il faut je trouve. Rihanna, elle a porté une robe Valentino et avant ça elle avait un manteau en fourrure Fendi. Alors le manteau en fourrure, très smart de se tourner vers Fendi, c'est ce qui a beaucoup manqué pour ce Met Gala, c'est que les gens, comme je le disais, ont confondu Chanel et Karl Lagerfeld. En fait, Karl, il a travaillé pour Fendi et c'est une marque qui est hyper intéressante et il n'y a pas du tout eu, par exemple, de référence à la fourrure qui est quand même le truc emblématique de Fendi sur lequel Karl a beaucoup travaillé. Et si on n'a pas envie d'utiliser de fourrure, ce que je soutiens à 1000%, on peut soit se tourner vers des pièces d'archives comme Rihanna, soit se tourner vers des marques jeunes, des créateurs jeunes qui utilisent maintenant de la fausse fourrure. Je pense notamment à la marque Shrimps. C'est une marque londonienne que j'adore. Et eux, ils utilisent beaucoup de fausse fourrure. Et en fait, maintenant, avec la fausse fourrure, on peut faire plus de trucs qu'avec la vraie fourrure. On peut teindre la fausse fourrure avec toutes les couleurs qu'on veut. On peut faire des motifs. Vraiment, il y a un traitement de la fausse fourrure qui, aujourd'hui, est génial. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu cette approche-là sur le Met Gala ? Je trouve ça dommage. Parlons de sa robe. Comment dire ? La partie haute, cette espèce de bouton en fait de camélia, littéralement, marrant, cool, très Rihanna, j'aime beaucoup. En plus, très bel empiècement, hein, très bien fait. C'est juste sublime quand on regarde la réalisation des boutons du camélia et tout. En plus, avec les lunettes, c'est des lunettes inspirées par des vieilles lunettes Chanel 92 avec les fossiles collés sur les verres. Je trouve ça très marrant, très Rihanna, j'ai adoré. Après, en revanche, moins fan de quand elle a justement enlevé l'empiècement pour révéler sa robe que j'ai pas aimée, franchement, je la trouve plan-plan. Ce qui m'a tué, c'est vraiment le camélia entre les deux boobs. Bon, ASAP Rocky à ses côtés, franchement, il a dead ça. En fait, c'est en référence à Karl Lagerfeld, en référence directe, parce que Karl Lagerfeld, il est venu saluer un de ses défilés avec un kilt qui a été fait par Hedi Slimane pour Dior. Après, à partir du moment où il a perdu du poids, Karl Lagerfeld était obsessed avec Dior by Hedi Slimane. Vraiment, il ne portait que ça. ASAP a refait un peu ce look, mais à sa sauce. À sa sauce, c'est-à-dire de manière beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus genre cool finalement et badass, avec un jean en dessous. Je trouve ça juste parfait. Avec la double ceinture, c'est vraiment chouette. Genre, je trouve vraiment que c'est un beau look. Vraiment, je trouve ça très sympa. Et puis surtout, c'est de la couleur. Et vous allez voir que ça faisait du bien parce que les gens ont vu en noir et blanc lors de ce Met Gala. La chanteuse Tems est venue habillée en Robert Woon avec une très belle robe, avec un corset en haut et surtout avec un serre-tête comme un chapeau en fait, hein. En anglais ils disent headpiece, on n'a pas trop d'équivalent en français, ouais, genre de serre-tête, une création pour tête, whatever. Et j'ai trouvé ça très audacieux, très smart parce que Karl Lagerfeld était absolument fan de chapeaux. Il était fan d'accessoires mais surtout fan d'un chapeau, il en foutait partout, dans toutes ses marques, sur tous les défilés. Et finalement c'est un accessoire qui a peu été utilisé sur le tapis rouge, ce que je trouve trop dommage. Et du coup j'aime bien ce clin d'œil, surtout que c'est vraiment très beau, c'est très fin, ça lui va très bien. Je trouve que vraiment toute la partie supérieure de l'outfit est incroyable, c'est magnifique. J'aime aussi beaucoup la partie basse, donc la jupe en fait.
qui est aussi une référence à Karl. La partie haute, c'était une référence au défilé Chanel printemps-été 1992, et la jupe, c'est une référence à cette tenue dans le défilé automne-hiver 88. Je vois une autre référence dans cette jupe, une référence au col blanc très haut que portait toujours Karl. Le seul problème, c'est que je trouve que les deux ne vont pas ensemble. Je trouve qu'il y a quelque chose qui marche pas dans l'association de la partie haute et de la partie inférieure de cette tenue. Il y a deux concepts dans cette robe, et les deux ensemble, je suis pas convaincue. Donc mitigé. Kim Kardashian en Haider Ackermann pour Jean-Paul Gaultier. Vous savez maintenant, Jean-Paul Gaultier, il ne travaille plus comme il le faisait. Il l'invite pour chacun de ses défilés haute couture. Il ne fait plus de prêt-à-porter. Un nouveau styliste à faire la collection pour sa maison. Et là, c'est Haider Ackermann en fait qui signe son interprétation de Jean-Paul Gaultier pour Kylie Jenner. Donc un crossover de taré malade, hyper excitant. Haider Ackermann, c'est un styliste que j'adore, une personnalité assez réservée qui est peu connue du grand public alors qu'il habille les plus grandes stars de cette planète. En premier, Tilda Swinton, qui s'habille presque exclusivement en Haider Ackermann en fait. Et je trouve ça très intéressant parce que Haider Ackermann, il s'adapte à la personne qui l'habille. Et d'ailleurs, Karl Lagerfeld avait dit lui-même que Haider Ackermann, c'était celui qui voyait le mieux pour reprendre les rênes chez Chanel après. C'est quand même fou. Ce que j'ai adoré dans cette tenue, c'est le combo des couleurs, le rouge et le bleu qui vire vers le myosotis, c'est un petit peu... je trouve ça très très beau. Franchement, Karl Lagerfeld, c'est pas que du noir et blanc, bien au contraire. Même s'il clamait haut et fort qu'il n'aimait pas la couleur, c'est quelqu'un qui a utilisé, qui a injecté beaucoup de couleurs chez Chanel. Notamment beaucoup de combos un peu surprenants, comme celui de la robe de Kylie. Ce clin d'œil à ce duo de couleurs rouge, bleu, un petit peu myosotis, c'est un truc qui marche, qui fait du bien, qui est frais. Après, au niveau de la forme, on a une robe qui lui va parfaitement bien, qui épouse très très bien ses formes, dont la traîne devient en fait l'espèce de peignoir qu'elle portait par-dessus et qu'elle a ensuite enlevé pour en faire une traîne. Très smart, un vêtement 2 en 1, on aime toujours, c'est assez pragmatique, c'est assez fonctionnel, j'aime bien, je trouve ça marrant. Après, la robe ne m'a pas fait rêver. C'est une robe basique quoi, basique Kylie Jenner. On l'a vu je ne sais combien de fois porter des trucs de cette forme-là. Donc bon, j'ai pas forcément trop apprécié. Kendall, on va même pas en parler, on peut parler par contre de Kim Kardashian. Parce que Kim, c'est intéressant, c'est une référence à son shooting pour Playboy en 2007, un shooting iconique dans lequel elle est entièrement nue, sauf qu'elle porte des rangs de perles. C'est très carlesque de se référer à soi-même en fait, de faire une autoréférence, surtout quand c'est un truc qui a buzzé comme ça sur internet. Donc pour moi déjà, le concept de Kim, il marche. Après la robe, qu'est-ce que j'en pense? C'est une robe sur mesure Schiaparelli, c'est une maison que j'aime beaucoup. Est-ce que j'aime cette robe? Non. C'est quoi cette espèce de gaine sur le ventre couleur chair? Je trouve ça hideux, qui en plus lui va pas, genre c'est hyper serré, j'ai l'impression. Alors certes, on lit très bien la référence Karl parce que c'est des perles, mais c'est aussi un peu boring, genre bon bah oui, c'est des perles quoi. Et puis surtout, moi je me suis dit, mais putain, mais Kim, elle aurait tellement pu faire un truc plus stylé. Parce que Kim et Karl, il y a dans leur personnalité plein de points de rencontre. Je pense que Kim, elle aurait pu jouer sur le côté, sa silhouette est immédiatement reconnaissable comme celle de Kim. Et en fait, je me suis dit, la tenue qu'elle a portée là, je crois que c'était l'an dernier Balenciaga où elle est entièrement cagoulée, elle aurait dû la porter pour se mettre là. Ça aurait été un concept de dire je n'ai pas besoin de me montrer, rien qu'à mes formes on me reconnaît. Et en fait ça revient à dire comme Karl, comme les bouteilles de Karl qu'on achetait tous à une époque, vous vous rappelez? Quelle folie. Cette bouteille Coca-Cola où il y a la silhouette de Karl. Et ça aurait été trop marrant je trouve de faire ça. En mode je suis aussi iconique que Karl, moi en fait en un trait. Encore une fois, on me reconnaît, on sait qui je suis. J'aurais bien aimé voir un truc comme ça, ou voir un truc un peu plus concept, un peu plus, tu sais, qui m'aurait brain un peu plus. Là, c'est des perles, c'est bon. Sorry, not sorry. Parlons maintenant de Kate Moss et sa fille Lila Moss. Elle s'est pointée avec sa fille, toutes les deux, en Fendi. Dans l'idée... Bravo, parce que comme je l'ai dit, personne n'a pensé à se tourner vers les archives de Fendi, vers le travail de Karl pour Fendi, ce qui est trop dommage. Sauf qu'en fait, le look est horrible. Sa fille qui, je sais pas, elle doit avoir genre 18 piges, tu sais,
On dirait une vieille italienne qui va à l'opéra à 65 ans, tu vois un peu la vibe, genre y a rien qui va, c'est fadasse. Une robe couleur saumon, ça ne peut pas marcher, c'est horrible, cette couleur elle est à bannir je trouve. On dirait un rideau de grand-mère, comme l'autre là, Emrata, grand-mère vibes, j'ai pas du tout aimé, pas moderne, donc pas Karl. Ça dégage. Nicole Kidman, elle a fait sensation parce qu'elle a porté la robe qu'elle portait dans sa pub pour Chanel numéro 5. Les pubs Chanel numéro 5 sont des pubs événements. Ce sont souvent des actrices qui sont les égéries de ces pubs-là parce que ce sont des pubs pensées un peu comme des courts-métrages. Cette pub où Nicole Kidman était pour Chanel numéro 5, elle a notamment été réalisée par Baz Luhrmann en 2004. Baz Luhrmann qui a réalisé Moulin Rouge, le film qui a propulsé la carrière de Nicole Kidman. Et en fait, c'est une robe qui a été créée pour Nicole, pour cette pub, et qui n'a jamais été ressortie, qui n'a jamais été reportée. Et donc c'est un peu l'événement, finalement, de l'avoir portée par Nicole 15 ans après. Et je la trouvais très jolie, je trouvais un peu fadasse les cheveux et tout, mais la robe lui va très bien, et bon ben, c'est une très belle robe, c'est une très belle pub, donc bon, je trouve ça pas mal. Nous avons ensuite un look d'homme, Jordan Roth en Schiaparelli custom, c'est-à-dire sur mesure en fait, fait pour lui. Je ne connaissais pas cette personne, il s'avère que c'est genre un producteur de théâtre à Merloc. On sait pas qui c'est. Il a fait une ode à l'éventail. Éventail, hit accessoire de Karl qu'il a porté toute sa carrière. Et il y a aussi Conan Gray qui a fait un petit clin d'œil à l'éventail. Il en portait un. Conan Gray, j'ai bien aimé sa tenue, mais je trouve que le grand gagnant, en tout cas pour l'éventail, c'est Jordan Roth dans ce sublime ensemble Schiaparelli. C'est magnifique, c'est nouveau. On n'a jamais vu d'homme s'habiller comme ça au Met Gala. Le maquillage, la mise en beauté va extrêmement bien. C'est très glam, c'est très vamp, c'est très sombre et en même temps extrêmement glamour. C'est nouveau, c'est réinventé. C'est pas seulement « Oh bon, bah on va faire comme ce que Karl y faisait ». Pas du tout, je pense que Karl, il aurait... Enfin, c'est même pas je pense, il n'aurait jamais porté cette tenue. Et pour moi, bah, il n'y a pas de meilleur hommage du coup que de porter ça au Met Gala. Anna Hathaway en Versace, incroyable, une de mes robes préférées. Une robe sur mesure Versace. Donatella Versace est une icône, elle est très très forte, elle a frappé encore une fois très très fort. Pourquoi c'est réussi? Parce que on voit très bien que c'est une référence à Karl. On a plusieurs éléments déjà, alors des éléments qui peuvent être boring mais qui ne le sont pas parce que c'est fait de manière intelligente, smart et audacieuse. On a les deux camélias, les camélias en mode boobs avec le petit bouton du camélia au niveau du téton, je trouve ça genre trop marrant et iconique. La robe est en tweed, forcément Chanel, forcément Karl. La robe est blanche, mais elle est rehaussée par du doré qui est aussi une couleur Chanel, un code de Chanel avec lequel Karl aimait beaucoup jouer. Et puis il y a le côté Destroy avec les épingles à nourrice qui est une référence directe à une robe Versace d'une collection des années 90, je me rappelle plus l'année. Je trouve ça trop beau parce que du coup on a ces pans de robe qui sont complètement déstructurés et qui se rattachent avec l'épingle à nourrice. C'est un côté un peu rock, un peu Destroy qui convient hyper bien à Karl je trouve. Et en même temps on retrouve totalement l'ADN de Versace. C'est vraiment les deux ensemble, c'est le parfait mélange des deux, le savant mélange des deux. L'accessoirisation avec cette espèce de gant qui rappelle forcément les mitaines de Karl, version très féminine. Les cheveux, ça fait très diva unbothered, ce qui va très bien et pour Karl et pour Versace. C'est sexy, en même temps c'est fun, c'est pas non plus costumesque, du coup ça marche très très bien pour moi. Ensuite nous allons parler de Irina Shayk, qui est une mannequin qui n'a jamais travaillé pour Chanel je crois, ou en tout cas pas connue pour ça, qui était en full Yohji Yamamoto, et franchement c'est hyper surprenant. C'est très surprenant de se tourner vers une maison comme celle de Yamamoto parce que Yohji Yamamoto c'est un styliste défini par son approche déconstructionniste de la mode. C'est-à-dire qu'il a dépouillé la silhouette, il a une silhouette très sobre, une mode très inaccessible, très intellectuelle, érudite. Il pense la mode comme une œuvre d'art. Ses vêtements sont des œuvres d'art, ce qui est totalement l'inverse de la vision de Karl Lagerfeld. Mais Yohji Yamamoto a lui-même été très inspiré par Gabrielle Chanel. Il l'a dit à plusieurs reprises, et notamment dans sa collection Printemps-été 1998,
où il lui rend hommage à Gabrielle Chanel. Et la robe que porte Irina, c'est une robe issue de cette collection-là. Alors encore une fois, c'est pas une robe qui est hyper compliquée, qui va créer une photo incroyable sur les marches, mais quand on s'approche et qu'on regarde vraiment les textures, comment ont été faits ces boutons un peu de camélia sur le col, c'est juste sublime. En fait, ce qui est génial dans cette robe, c'est qu'on dirait que c'est un drap de soie qu'elle a enroulé autour d'elle au sortir du lit. C'est tout simple et en même temps c'est super beau. C'est un mouvement vraiment qui est très très naturel, très spontané, et il n'y a rien de plus difficile dans la mode que de faire quelque chose qui a l'air d'être naturel, d'être fait facilement au sortir du lit comme ça. Ce qui a fait beaucoup parler, c'est aussi cette chaussure complètement plate, qui en fait est une chaussure mais pareil, genre tes schlopas, on dit en alsacien pour dire genre les pantoufles, quand tu sors du lit quoi, tu mets ce genre de petites pompes, et c'est génial je trouve de se pointer au Met Gala en portant littéralement un drap et une pantoufle. C'est assez iconique, je trouve que c'est même carlesque en ce sens-là, parce que c'est pas conventionnel. Et c'est pas conventionnel non plus de s'être tourné vers Yamamoto, du coup je trouve que c'est hyper réussi. Bravo. Un autre homme, Bad Bunny, qui a choisi Jacquemus pour sa tenue. Bravo, c'est très beau, c'est pas forcément moi ce que je préfère dans la mode, mais c'est très réussi. On voit vraiment un clin d'œil à Karl parce qu'il y a ce dos nu avec ce sautoir de dos avec le J de Jacquemus qui fait référence à la pub de Nicole Kidman dans laquelle justement Chanel numéro 5 elle porte un sautoir de dos. C'est très très beau, on n'a jamais vu ça sur un homme en fait, et je trouve ça très très réussi. Je trouve que cette traîne de camélia elle est très belle aussi. Et pareil, avoir une traîne pour un homme, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. C'est smart, c'est réussi. Prochain look, nous allons parler de Florence Pugh en Valentino avec Pier Paolo Piccioli. Alors autant j'adore Pier Paolo, j'adore Valentino, autant je trouve qu'au Met, Valentino c'est toujours... C'est Valentino, c'est comme Saint-Laurent, genre. C'est pas un défilé, en fait, le Met Gala. Il y a un thème, il faut adapter les codes de sa marque au code du thème. C'est ça tout l'enjeu, c'est ça qui est marrant, c'est ça qui fait que cette soirée, pour les fashion quiche comme moi, est intéressante. Et Pier Paolo ne joue pas le jeu, du coup, bon, ben, what the fuck. Florence Pugh, non, c'est pas validé. It's a flop. Lizzo, très sympa, look très sympa, ça lui va très bien, c'est une référence à une tenue Chanel des années 90. J'adore cette espèce de petit empiècement en perles par-dessus la robe noire, c'est vraiment funky et joli. Après, je trouve ça assez simple et en même temps c'est efficace. Mais il y en a eu beaucoup, des robes noires et blanches très jolies, très dans le thème. Il y a eu Brooklyn Beckham, Margot Robbie, Angèle, Cara, Rami Malek, Olivia Rodrigo, Vittoria Serretti, Liu Ven, très jolie. Bon, ça sort pas des sentiers battus, du coup moi ça me déçoit. Quelqu'un qui ne m'a pas déçu, la mannequin Anok Yei. Bon, guys, je suis désolée, ça me saoule, ça fait 3 fois que mon truc s'éteint parce que j'ai plus de batterie et j'essaye de brancher en même temps mais ça marche pas, c'est chiant. Donc je termine la vidéo avec mon iPhone. Je disais donc Anok Yei en Praval Gurung, je l'ai trouvé sublime. Quelque chose qui est pas non plus très superficiel dans la référence. Je pense que si on connaît pas bien l'œuvre de Karl et l'histoire des maisons pour lesquelles il a travaillé, on se dit qu'elle est peut-être pas forcément dans le thème. En réalité, pour moi, il y a déjà une référence au défilé 2017 de Chanel où il y avait les robots. Donc sa petite voilette me fait penser au casque de ces robots. Je trouve que dans la forme, il y a quelque chose d'un peu futuriste. Je sais pas du tout si c'était volontaire, mais c'est l'image qui m'est venue en regardant son look. Je trouve aussi que utiliser cet or, déjà ça lui va extrêmement bien, mais c'est aussi smart. C'est ce que je disais, c'est un code Chanel, en fait, le doré, qu'on connaît un petit peu moins, mais que Karl aimait beaucoup, utiliser énormément dans les défilés. Du coup, c'est une tenue qui est pas forcément évidente, mais qui, je trouve, est très très réussie. Janelle Monáe en Thom Browne. J'adore toujours les looks de Janelle Monáe, elle est toujours hyper fraîche. Et là, en Thom Browne, j'étais super contente de voir qu'elle s'est tournée vers ce styliste. Je pense que leurs univers matchent. Thom Browne, c'est un styliste américain qui est basé à New York, qui est connu pour ses défilés extrêmement extravagants, presque burlesques, très théâtraux. Donc Janelle Monáe et Thom Browne, pour moi, it's a match, ça marche très bien. J'ai aimé sa tenue pour une première raison, c'est l'usage qu'elle a fait de la crinoline, enfin que Thom Browne a fait de la crinoline. Donc la crinoline, c'est cerceau comme ça, à partir de la taille. Le but
de la crinoline, c'est de respecter la silhouette phare qui était avoir une taille très très fine, corsetée littéralement, et ensuite avoir une jupe très ample, très grande, très évasée qui va permettre justement quand on tourne dans les balles de bien tourner et voilà. La crinoline est donc l'instrument de la féminité la plus archétypale et là, Janelle Monáe a complètement utilisé et détourné la crinoline. Elle me faisait penser dans cette tenue aux petites figurines de Karl. J'ai beaucoup aimé cette veste tweed XXL, j'ai trouvé ça smart, marrant. Et en même temps quand même assez chic. Et puis vu qu'elle avait aussi envie d'être sexy puisque c'est quand même le maître, après elle a tout enlevé et elle était en bikini Chanel avec sa crinoline. Franchement on n'a jamais vu ça. C'est aussi un petit peu camp. Donc moi j'aime bien, donc bravo. Ensuite, il nous faut parler des références à Choupette. Choupette, le chat chéri de Karl Lagerfeld, que Karl adorait. On a 3 interprétations de Choupette dont on va parler. D'abord, Jared Leto. No comment, franchement no comment. Nous avons ensuite Lil Nas X. Et franchement, il faut dire que c'est quand même fort de se pointer au Met Gala à poil. Sa mise en beauté a été réalisée par Pat McGrath, qui est littéralement la GOAT du make-up de toute l'industrie de la mode, qui a une carrière exceptionnelle, qui a fait les plus beaux maquillages que vous ayez jamais vus, que ce soit ceux Valentino, que ce soit ceux Dior à l'époque de Galliano, qui sont des maquillages incroyables. Je rêve d'acheter une de ces palettes, mais une fois de plus, qui a l'argent de dépenser 100 balles dans une palette de Farah Popsa? Pas moi. Je trouve ça magnifique, je trouve ça... magnifique, non, c'est extrêmement kitsch, c'est très costume-esque, mais c'est quand même audacieux et j'ai bien aimé, franchement. C'est costume-esque, là où la tenue de Doja Cat, qui elle aussi était en choupette, c'est une robe Oscar de la Renta. C'était pas forcément un costume. En fait, si on enlève les prothèses qu'elle portait sur le visage, la robe de Doja Cat, c'est une robe qui est sublime. La traîne et tout, genre trop belle, on dirait un peu une queue de chat, mais c'est quand même une robe très très belle, une robe très mode, très fashion. Là où l'interprétation de Lil Nas X, c'était pas forcément une interprétation fashion, quoi. Du coup, je trouve que Doja Cat était d'autant plus réussie, avec sa petite capuche chat intégrée. Elle était vraiment, vraiment belle cette robe, très belle robe. Nous avons ensuite Olivia Wilde et Margaret Zhang en robe Chloé. La même robe, oh my god. Donc ça c'est une collection dessinée par Karl pour Chloé. Sur Olivia Wilde, on est sur un look gladiateur kitsch, très américain, très laid. Alors que Margaret Zhang, qui est la rédactrice en chef du Vogue China, qui a seulement 29 ans, c'est beaucoup plus contemporain. Déjà ça fait du bien de voir une robe qui n'est pas blanche. Et puis surtout avec l'accessoirisation beaucoup plus sobre, beaucoup plus minimaliste. La robe est beaucoup mieux mise en valeur, avec ses cheveux et ses lunettes de soleil. Ça fait très nonchalant. Donc j'aime beaucoup, c'est très Karl. Franchement, bravo Margaret. Rita Ora, qui elle aussi a porté du Prabal Gurung, j'ai adoré. Autant la robe, ça faisait un petit peu toile d'araignée, je suis pas sûre d'être fan. Ce qui m'a fait tomber pour ce look, c'est les ongles. C'est les ongles et ces chaînes d'ongles en fait. Karl, c'est celui qui a inventé vous vous rappelez, les bagues de phalanges. Moi j'étais fan, j'en achetais plein chez H&M et tout à l'époque quand j'étais au collège, genre j'en avais plein. Karl il était fan des mini accessoires un peu gadgets comme ça. En vrai je pense que Karl il a beaucoup inspiré Jacquemus en ce sens-là. Je pense qu'on reverra peut-être un accessoire d'ongles comme ça plus tard, en tout cas pas dans la vraie vie parce que je pense que c'est compliqué de faire la vaisselle avec ça, mais en tout cas sur les tapis rouges ça peut être sympa. La dernière personne dont j'ai envie de parler, c'est Michaela Coel, qui était donc coprésidente aux côtés de Anna Wintour, Dua Lipa, Roger Federer et Penelope Cruz, et qui portait une tenue Schiaparelli sur mesure, qui était en fait un hommage à la Custom Jewelry de Chanel, donc aux bijoux Chanel. Les bijoux cheap, les bijoux bon marché, les bijoux en toc, bah c'est Gabrielle Chanel qui les a introduits dans la couture. Et Chanel, en fait, elle portait beaucoup de bijoux elle-même, elle portait ses grands sautoirs, et c'était pas des vraies perles. Et Karl, il s'est beaucoup amusé avec ce code-là, avec cette accumulation de bijoux, notamment dans les années 90, etc. Donc Karl, il avait aussi un côté baroque très rococo, qui fit très bien avec Chanel, très kitsch, byzantin, hein, littéralement. Il y a des inspirations byzantines dans la mode Chanel. Je trouve qu'en connaissant le contexte, c'est intéressant. Parce qu'en ne connaissant pas le contexte et l'inspiration pour cette tenue, ce qu'on voit, c'est une robe Schiaparelli, c'est tout. On voit pas la référence à Karl. En fait, je trouve que Schiaparelli a une identité tellement marquée
notamment avec Roseberry qui y va pas toujours de manière très fine sur le côté surréaliste, bon ben on capte direct que c'est une robe Schiaparelli quand on est un peu une fashion quiche. Donc je trouve que dans la démarche et le processus et l'inspiration, c'est intéressant, mais que le rendu final, il est trop Schiaparelli-esque. Ça reste dans la zone de confort de Roseberry. Il n'est pas du tout venu à la rencontre d'un vocabulaire stylistique qu'il ne connaît pas, qui est celui de K, celui de Chanel. Il a juste fait ce qu'il sait faire. Donc bon, bah, c'est sympa, mais not enough. Voilà, c'est la fin de mon fashion roast. Honnêtement, je trouve que ce n'est pas trop un fashion roast. J'ai plutôt parlé des tenues que j'ai bien aimées. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu des belles tenues malgré tout. Et puis voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à laisser un commentaire et à activer la cloche de notification. Je le dis parce que dans la dernière vidéo, je l'ai dit. Et franchement, ma vidéo a buzzé. Donc merci, franchement, ça fait plaisir. Et ben, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. N'hésitez pas à rester fabulous. Et puis, à plus. Bisous.